Bonjour les amis, c'est un grand honneur d'avoir été invité à participer à ce congrès. Vraiment, je remercie tous les amis marocains et puis surtout les organisateurs et tous les sponsors. Le sujet que vous m'avez confié, c'est la biométrie en 2020 et 2021, puisqu'on s'approche de la nouvelle année. Et donc, on va essayer de faire le point sur les différents paramètres qui peuvent être améliorés ou sur lesquels on peut avoir une réflexion pour améliorer le résultat post-opératoire. On aurait bien aimé que tous nos résultats donnent à peu près une réfraction à plus ou moins 0,50 dioptries de ce que l'on souhaite en préopératoire. Malheureusement, confronté à la réalité, on sait que souvent, on est entre 70-75% des patients qui sont dans cette tranche de résultats. Et donc, on a besoin encore de peaufiner un petit peu la méthode de calcul. Vous savez que pour le calcul de l'implant, donc on se base avant l'intervention sur des mesures. Donc ces mesures sont de plus en plus nombreuses. Au départ, on avait pour activer les formules uniquement les longueurs axiales et kératométrie. On est en train de rajouter plusieurs paramètres comme la profondeur de chambre antérieure ou l'épaisseur du cristallin. La méthode de calcul est un élément important puisque cette méthode de calcul est basée sur différentes formules et chaque formule inclut des constantes qui sont liées aux caractéristiques de l'implant, sa forme, son matériau, sa géométrie, son angulation par rapport entre les pieds et l'optique. Et donc toute cette méthode de calcul est configurée pour utiliser une certaine constante qui varie avec les formules, on verra ça tout à l'heure. La technique chirurgicale, c'est nettement standardisé, avec évidemment maintenant l'extracapsulaire et la phaco. On a des techniques assez reproductibles. Et donc maintenant, tout l'art est d'arriver à positionner l'implant et de se retrouver dans la bonne position de l'implant. Et c'est surtout ça qui va nous animer et qui va animer nos réflexions pendant les années qui viennent sur la position de l'implant et puis aussi sa stabilité et un petit peu la puissance de l'implant. Il y a des petites marges d'erreur sur le packaging. Les mesures. Alors, les mesures qui servent pour le calcul d'implant, donc c'est en priorité la longueur axiale et la kératométrie, mais vous verrez qu'on on arrive vers d'autres mesures. Pour la longueur axiale, on a le choix maintenant de deux stratégies, de deux technologies, donc la biométrie optique avec différents appareils ou la biométrie ultrasonore, qui était pendant très longtemps la biométrie en mode A et maintenant complétée par la biométrie en mode B. Pour la kératométrie, on a besoin, pour le calcul d'implant, d'obtenir la puissance cornéenne moyenne. Et puis aussi, lorsqu'on va utiliser les implants toriques, de mesurer la puissance de la cornée sur différents axes et puis déterminer l'axe d'astigmatisme. La position de l'implant, donc ELP en anglais, est dépendant de plusieurs paramètres, la profondeur de chambre antérieure, l'épaisseur du cristallin. On rajoute les mesures de blanc à blanc pour essayer de mieux apprécier ceci. Et vous verrez qu'on a maintenant des technologies un peu plus récentes pour essayer de mieux apprécier cette position de l'implant en préopératoire. La mesure de longueur axiale donc, a été très nettement améliorée lorsqu'on a basculé sur des biomètres optiques. Le premier appareil, c'était le IOL Master Zeiss 500, qui a été une vraie évolution du calcul d'implant, avec son successeur, le IOL Master 700, qui change de technologie. On avait une technologie à cohérence par interférométrie, et maintenant on est passé en OCT Swap Source. L'appareil Lenstar a suivi, basé sur une technique OLCR. Et puis d'autres appareils sont aussi sur le marché, comme l'appareil de Nidec, l'appareil de Topcon, Tomei. Et puis on a maintenant des topographes cornéens qui permettent aussi de mesurer pas mal de paramètres. L'avantage de ces appareils, c'est qu'ils sont vraiment des appareils complets qui permettent de maîtriser toute la chaîne de mesure. Donc, on peut avoir la kératométrie, mesure de profondeur chambre antérieure, parfois la pachymétrie, le blanc à blanc et la longueur axiale. Et tout ça active des formules intégrées aux appareils. Donc, on n'a plus une association, comme on le faisait avant, d'une biométrie en mode ultrasonore et d'une kératométrie d'appareils variables. L'autre avantage, c'est que ce sont des appareils non contact, et avec en plus un point de fixation. Donc, on n'a plus la compression de la cornée. On a une très haute précision de la mesure de longueur axiale, puisque c'est de l'interférométrie. Et puis, la kératométrie peut être maintenant complétée par différents systèmes de mesure qui augmentent le nombre de points de mesure et qui multiplient aussi les diamètres de mesure sur la cornée.
On peut avoir des mesures donc, de profondeur de champ antérieur, et épaisseur du cristallin pour plusieurs, un abord de la rétine pour ceux qui sont en web source, et puis la distance de blanc à blanc qui est parfois utilisée. Donc ça, c'était pour montrer les technologies web source qui sont déjà disponibles, comme le Tomei et le IOL Master, mais d'autres appareils aussi sont disponibles. L'évolution sur le web source a été de pouvoir visualiser tout le segment antérieur, y compris le cristallin, et donc de mesurer l'épaisseur du cristallin, en même temps d'avoir une notion sur la perte de transparence du cristallin. Maintenant, dans les appareils plus récents, on a aussi un indice d'opacification du cristallin, mais ces appareils peuvent aussi vous donner différents points de mesure sur la cornée, contribuer à vérifier la fixation lors de la mesure. Et puis surtout, vous avez toujours une petite image de la région fovéolaire qui peut donner une idée très précise de l'aspect fovéolaire. Parfois, on peut détecter des membranes, parfois un début de trou maculaire. Et donc ça, c'est un élément important pour l'approche calcul d'implant avant de décider d'une chirurgie. Simplement, ces appareils, tout aussi précis et efficaces soient-ils, ont des limites. Et les limites peuvent être à différents niveaux. On peut avoir une mauvaise fixation du patient. Et donc, on peut avoir des indices qui servent à qualifier la mesure, comme le rapport signal sur bruit, ou alors un indice de reproductibilité. Mais on peut prendre des mesures avec un très bon signal sur bruit, une bonne reproductibilité, mais avec un patient qui ne fixe pas bien. Et donc, on n'a pas mesuré la longueur axiale sur l'axe visuel. C'est ça une des limites quand on délègue trop ces appareils à des personnes qui n'ont pas encore la compétence de surveiller cette qualité de mesure. Ensuite, il peut y avoir des erreurs de reconnaissance. Lorsque la pupille est dilatée, on a parfois quelques appareils qui peuvent confondre la face avant du cristallin avec la cornée. Et donc, ça aboutit à des longueurs trop courtes. Donc, en général, on conseille de prendre la mesure sans dilater. Mais le problème, c'est que dans le fonctionnement d'une consultation, souvent, on fait le bilan, on dilate pour voir le fond d'œil, et puis quand le patient est décidé à se faire opérer, on fait la biométrie. Donc méfiez-vous de cette petite erreur qui est survenue sur quelques appareils. Les structures pré-rétiniennes peuvent parfois être un obstacle à la progression du faisceau infrarouge, les corps flottants, la hyaloïde postérieure. C'est un élément qui est peu fréquent, mais par exemple sur une hyaloïde postérieure épaisse chez un patient diabétique, on peut avoir ce genre de complications avec parfois des longueurs axiales mesurées de façon un petit peu trop courte. Les précautions pour éviter ce genre d'erreur, c'est qu'en général, il vaut mieux mesurer les deux yeux. Et donc, comme ça, vous résolvez ce problème de globe mesuré parfois de façon trop courte, alors qu'il a une longueur axiale comparable à l'autre œil. Donc, vous apercevez que ça peut être un élément d'erreur. Vous pouvez aussi comparer la mesure de longueur axiale à la réfraction, puisque ça vous permet d'avoir une idée si le globe est hypermétrope ou myope. Et puis surtout, c'est de passer par la formation, ne serait-ce que minimale, mais de prise en main des appareils par les assistants, puisque ces appareils peuvent être fortement délégués. Et puis surtout, au bloc opératoire, vérifier le dossier et la cohérence des mesures et du calcul avec le patient que vous allez opérer. La limite, cependant, de ces appareils, c'est le trouble des milieux. Lorsqu'on a un trouble des milieux, on a donc une réduction de la pénétration du faisceau infrarouge avec malheureusement de temps en temps des non-réponses. Et ces non-réponses à cause d'une cataracte dense ou d'une hémorragie intravitréenne sont dépendantes un petit peu du recrutement que vous avez. Et donc, on sait qu'on a des variations entre 7 à 14% de non-réponse par rapport aux différentes publications internationales. Mais l'évolution, le passage donc, de ces appareils d'un système infrarouge à un système swept source a permis de réduire quand même nettement les non-réponses. Quand vous avez un appareil swept source, il vous donne plus souvent une réponse sur la mesure de longueur axiale. Ceci étant dit, l'impossibilité de mesurer la longueur axiale avec le système par infrarouge pousse à garder une technologie ultrason, puisque la technologie ultrason est la seule qui permet de donner une mesure de longueur axiale, quelle que soit la perte de transparence des différents milieux du globe oculaire. Et donc, en général, on a comme référence la biométrie en mode A, qu'on a tous longtemps pratiqué, qui nécessite une pratique régulière
Et malheureusement, lorsqu'on a fait l'acquisition d'un appareil optique, eh bien, c'est tellement confortable qu'on délègue tout ça très facilement et qu'on pratique de moins en moins la biométrie en mode A, qui présente quelques écueils lorsqu'on a moins l'habitude, notamment la dépression de la cornée, puisque c'est souvent du mode A de contact. Pour contourner cette limite, on a décrit il y a une vingtaine d'années la technique de biométrie en mode B qui se réalise en pseudo-immersion, c'est-à-dire qu'il y a du gel sur la cornée. Comme ça, on évite l'écueil de l'écrasement de la cornée. On utilise le mode B pour obtenir une image en coupe qui est horizontale axiale, donc qui passe par l'axe visuel. On superpose ce qu'on appelle un vecteur de contrôle pour bien mesurer la longueur axiale sur l'axe visuel. Et donc, en fait, on a une biométrie en mode A, mais qui est guidée par l'image B, de façon à choisir l'axe de mesure. On arrive à 100% de mesure, quels que soient les troubles des milieux. La biométrie ultrasonore est la référence des formules classiques. Maintenant, on évolue un petit peu depuis la formule de Higgins qui était vraiment faite pour le IOL Master. Mais sinon, toutes les autres formules ont quand même eu comme base la mesure de longueur axiale par ultrason. Ça nous permet de mesurer pour l'ELP la pachymétrie, la profondeur de champ intérieur, l'épaisseur du cristallin et la longueur axiale, qui sont des paramètres qui interviennent souvent dans les formules de calcul, même si on n'identifie pas cette partie masquée des formules de calcul. Lorsqu'on connaît la biométrie en mode B, en vérité, cette pratique permet d'être très reproductible par rapport à la comparaison mode B et appareil infrarouge. La partie kératométrie a beaucoup évolué aussi dans ces dernières années et évolue encore. La kératométrie était basée au début des formules de calcul sur une kératométrie prise par un autoréfractomètre ou un réfractomètre de Javal, avec deux mesures sur les axes principaux, sur les 3 mm centraux. L'arrivée du YOL Master a permis de multiplier le nombre de mesures. On avait on avait 6 mesures, mais sur 2,5 mm. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes diamètres de mesure. Le Lenstar a apporté encore plus de mesures, 32 points de mesure, sur deux diamètres concentriques, un à 1,65 et l'autre à 2,3 mm par rapport au centre. L'AL-scan, lui, propose des mesures assez nombreuses sur deux cercles concentriques. Et vous voyez que là, l'intelligence du AL-scan, c'est qu'il prend ces deux cercles concentriques autour des 3 mm centraux, qui étaient la référence. Le Aladin mesure, lui, sur les 3 mm centraux avec 1000 points de mesure. Et donc ça, on a vraiment un appareil très efficace. Et puis, lorsqu'on utilise une topographie cornéenne, on est un petit peu dépassé par le nombre et la quantité de mesures que l'on peut prendre, avec la possibilité de recréer un équivalent de la kératométrie, donc le SIMK, ou bien la possibilité de prendre des mesures sur les 2 mm, 3 mm ou 5 mm. Pour le calcul d'implant, ces paramètres ne sont pas complètement standards, puisque les appareils ont aussi des variabilités d'une marque à l'autre, et donc on reste fidèle à la kératométrie prise par les autres moyens. Par contre, la topographie est très utile pour déterminer l'axe d'astigmatisme. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces paramètres et ces systèmes de mesure, c'est qu'en vérité, vous le voyez, par rapport aux 3 mm centraux décrits dans les formules de départ, on a varié. On s'est aperçu que le YOL Master ne mesurait pas au même endroit, le Lenstar non plus, et les autres se rapprochent quand même des 3 mm. Mais par contre, on mesure les kératométries en millimètres, et ce n'est que la conversion des millimètres en dioptrie qui est faite parce que l'on connaît l'indice de réfraction de la cornée, qui nous permet d'obtenir des mesures en dioptrie. Le problème, c'est que l'indice de réfraction de la cornée n'est pas un élément standard, et tous les spécialistes de formules de calcul font apparaître des indices de réfraction cornéens qui sont un petit peu différents chacun, et ça peut entraîner une erreur de calcul si vous rentrez vos paramètres en dioptrie, alors que l'indice de conversion n'est pas le même que notre appareil. La position de l'implant, je vous ai dit, c'est l'élément probablement le plus intéressant à analyser pour le moment, puisque c'est celui qui nous résiste le plus. Vous voyez sur ces deux schémas, même longueur axiale, mais une position du cristallin soit vers l'avant sur le cliché de gauche, soit un petit peu plus vers l'arrière sur le cliché de droite. Lorsqu'on prend une formule de calcul qui n'utilise que la kératométrie et la longueur axiale, on va obtenir des mesures de puissance d'implant qui seront identiques. Or, la position de l'implant va entraîner une réponse réfractive qui sera différente.
Une des approches que l'on a proposées depuis quelques années est d'utiliser les systèmes d'imagerie avancés comme cet appareil de Thomé, qui nous permet d'avoir des mesures du rayon de courbure du cristallin face avant et face arrière et de déterminer la position de l'équateur cristallinien, l'équateur cristallinien qui est le positionnement des pieds de l'implant et donc qui va grandement nous orienter vers la position réelle de l'implant. Et donc, vous voyez que sur un globe qui aurait cette position d'équateur, on n'aura pas la même position d'implant que sur ce globe qui aura un équateur un petit peu plus vers l'avant. Donc, une erreur de calcul, ce n'est pas une erreur de calcul, ce sera une erreur d'estimation de la position de l'implant par rapport à ces éléments. Et donc, on propose maintenant de travailler avec les différents fabricants pour inclure cette mesure de la distance entre la cornée et l'équateur. Pour ce qui est des formules de calcul, on sait qu'on a utilisé pendant très longtemps les formules classiques, basées sur les deux valeurs mesurées kératométrie et longueur axiale. C'est notamment la formule de SRKT, de Hollade et de Hofer-Q. Et puis, les générations nouvelles sont arrivées en augmentant le nombre de mesures. Et Guis a très vite, grâce au IOL Master, rajouté la profondeur de champ antérieur. Olsen a rajouté à tout ça l'épaisseur du cristallin et la réfraction. Hollade a rajouté à toutes ces mesures la distance de blanc à blanc et même l'âge du patient. Vous voyez qu'on essaie d'améliorer encore un petit peu le calcul d'implant. Les toutes nouvelles évolutions se font vers deux directions. La formule de Barrett qui prend de plus en plus de précision, qui au début était délivrée pour l'appareil Landstar et qui maintenant est disponible sur les différents systèmes. Et puis la formule de Hill RBF Calculator qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle avec pour le moment malheureusement des résultats un petit peu en demi-teinte puisqu'il faut une très très grande quantité de data pour essayer de gommer une diversité du parc de mesures, puisque cette formule se vante de pouvoir calculer quelle que soit la kératométrie, mesurer avec quelque appareil que ce soit et quel que soit le biomètre. Donc il faudra attendre encore un petit peu pour que ce passage par l'intelligence artificielle soit encore très efficace. Quelle biométrie pour quel objectif avec les formules de calcul? Eh bien, en vérité, on s'aperçoit que 72% de la population a une longueur axiale comprise entre 22,5 et 24,5 mm de long. Là, toutes les formules marchent, mais nous, nous préférons la SRKT. Vous verrez pourquoi. Les myopes au-delà de 24,5, c'est 20% de la population. On reste fidèle aussi à la SRKT. Et par contre, lorsqu'on est face à un globe dont la longueur axiale est plus courte que 22,5 mm, ce n'est plus que 8% de la population. À ce moment-là, on va comparer les différentes formules en regardant surtout la formule de Hofer-Q et de Egis quand on a un YOL Master. Je vous parlais des constantes. Ce tableau va schématiser un petit peu la variabilité des constantes. Il faut savoir que sur le site Ulib, appelé maintenant OcuSoft, les pages s'affichent en fonction des appareils. Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, l'appareil de Zeiss ne mesure pas la kératométrie sur les mêmes diamètres que les kératomètres automatiques. Eh bien, Zeiss a contourné le calcul d'un plan avec cette erreur intrinsèque à l'appareil en disant qu'on allait recaler la constante A et l'adapter à l'appareil. Et donc, vous voyez que sur ce type de tableau, on a le nom de l'implant, on a une ligne qui est la ligne de la constante A nominale, sous-entendez constante A avec un calcul d'implant fait par une biométrie en mode A de contact. Et ensuite, on a toute une série de colonnes en fonction des formules. Donc déjà, vous vous apercevez que le nom des constantes est différent. Donc je vous disais que je préférais la SRKT, parce que la SRKT garde une constante A, d'abord qui est inscrite sur les packaging, et ensuite qui est souvent gravée dans nos mémoires, alors que le surgeon factor de la formule de Hollade ou la profondeur de champ antérieur de Hofer-Q ont été beaucoup moins intégrés par nos raisonnements. Egis a voulu améliorer la précision de la position de l'implant en séparant la constante A en trois constantes. La constante A0 qui est dépendante de la kératométrie, la constante A1 qui est dépendante de la profondeur de champ antérieur et la constante A2 qui est dépendante de la longueur axiale. Et donc, pas grand monde parmi les chirurgiens connaissent par cœur les constantes A de Egis de l'implant qu'ils mettent le plus. Par contre, c'est vrai que ça peut être mémorisé dans les appareils.
Donc globalement, vous voyez que pour un même implant, en fonction de la formule que vous utilisez, la constante est exprimée de façon différente. Et en plus, ces constantes A, on s'est aperçu qu'elles étaient dépendantes de l'appareil. Donc petit à petit, les implants ont été calibrés pour le IOL Master et puis sont apparus ensuite la calibration de ces implants au niveau des constantes pour l'appareil Landstar, qui était le deuxième appareil le plus commercialisé. Et maintenant arrivent Nidec et Topcon et tous les autres appareils qui peuvent avoir donc un recalage de leur constante A en fonction de leur technologie. Voilà un petit peu les différents points auxquels il faut prêter attention, vous voyez, pour le calcul d'un plan classique, en sachant que la meilleure précaution, c'est d'être très soigneux sur la délégation des mesures et puis soi-même revérifier chaque fois que l'on est face à un cas un petit peu complexe, un œil très court, une profondeur champ antérieure importante ou très faible, alors que la longueur axiale n'est pas en cohérence. Et donc, arriver à intégrer tous ces éléments-là pour petit à petit migrer vers les formules de dernière génération et utiliser les formules qui ont une meilleure appréciation de la position de l'implant. La deuxième partie de l'exposé que je vais vous faire, c'est l'exposé sur le calcul d'implant après chirurgie réfractive, car ça nous pose encore quelques soucis, mais la technologie avance beaucoup et donc on a de plus en plus de résultats corrects. Il faut savoir que face à une chirurgie réfractive, on est souvent dans des situations de départ très variables. On peut voir des chirurgies myopiques qui étaient les premières pratiquées, des lasiques hypermétropiques, des presbylasiques, des chirurgies d'astigmatisme. Et maintenant, on s'aperçoit encore une étape supplémentaire de patients opérés de myopie lorsqu'ils avaient quelques années de moins, retouchés à l'âge de la presbytie par une technique d'hypermétropie, d'hypermétropisation, et donc qui demande des calculs d'implants arrivés maintenant à l'âge de la cataracte, ce qui nous pose maintenant des problèmes un petit peu plus complexes. Le type de chirurgie pratiquée, kératotomie radiaire, LASIK, myopique ou hypermétropique, donc tout ça, voilà, c'est des éléments à prendre en compte, surtout s'il y a eu des reprises. Et puis la situation réfractive après la chirurgie réfractive, mais avant l'opération de cataracte, pour savoir un petit peu quel était le devenir et l'effet vraiment de la chirurgie réfractive sur la puissance cornéenne et donc l'impact sur le calcul d'implant. Pour la kératotomie radiaire, on s'est vite aperçu que les calculs d'implant après chirurgie de kératotomie radiaire ont abouti à des hypermétropisations qui n'étaient pas anticipées, souvent importantes, de 3 à 6 dioptries d'hypermétropisation. Une partie de cette hypermétropisation peut être récupérée parce que c'est lié certainement à la réapparition d'œdème dans les cicatrices de kératotomie radiaire. Et ça régresse petit à petit. Et donc, en général, on peut voir des réductions de 2 à 3 dioptries d'hypermétropisation qui régressent sur les mois qui suivent l'intervention. Par contre, si vous avez une hypermétropisation de 6, 7, parfois 8 dioptries, c'est qu'on était vraiment sur une erreur de mesure. Donc, parce que vous allez le voir, lorsqu'on est face à une topographie cornéenne avec kératotomie radiaire déjà réalisée, la zone des 3 mm centraux se retrouve sur une zone de transition très marquée entre la zone où la cornée est très plate et la zone où la cornée est très courbe. Et en général, on mesure de façon trop courbe la puissance cornéenne, ce qui entraîne cette erreur de calcul d'implant. Pour les chirurgies ablatives, donc PKR et LASIK, on a une autre limite, c'est que en général, l'indice de réfraction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'était déjà pas complètement standardisé pour une cornée classique, cet indice de réfraction de la cornée est perturbé parce que lorsqu'on mesure un indice de réfraction de la cornée de façon habituelle, on considère que la cornée est une lame à face parallèle que l'on réunit en une lame, en modèle optique de lentilles fines. Or, lorsqu'on a réalisé une chirurgie ablative, on a perdu ce parallélisme entre les deux faces. On a aplati la face avant, alors que la face arrière est restée courbe. Et donc, c'est de cet élément-là que le calcul d'implant peut être perturbé, et notamment avec aussi une perturbation sur la position de l'implant, puisqu'on mesure une kératométrie qui n'est pas celle du globe correspondante à la longueur du globe. Donc, pour essayer d'obtenir une meilleure approximation de la position de l'implant,
On sait que l'analyse de régression qui est faite dans toutes les formules de calcul, il faut savoir que toutes les formules de calcul ont une petite partie de la formule qui sert justement à calculer la position de l'implant. La partie de la formule qui est basée sur la longueur axiale n'est pas perturbée, puisque une longueur axiale d'un patient qui a été opéré de chirurgie réfractive reste à quelques microns près identique. Par contre, l'analyse de régression qui est basée sur la kératométrie est faussée, puisqu'on fait une erreur d'estimation de la position de l'implant par rapport aux différentes abacs, et puis on fait une erreur d'estimation de la puissance de l'implant. Donc on a deux erreurs qui surviennent. Pour résoudre ce problème, Aramberry a proposé la formule du double K. C'est-à-dire qu'il a fourni des abacs pour les trois formules principales, SRKT, OLAD et OFERQ, qui permettent d'utiliser la kératométrie préopératoire. Donc, il faut avoir la kératométrie préopératoire pour déterminer la position de l'implant. Puis, on utilise la kératométrie après le LASIK pour déterminer la puissance de l'implant. Et donc ça, c'est un système qui marche si on est dans ces abacs et qu'on veut utiliser ces formules. L'autre solution intelligente est la formule du corneal bypass, décrite par Ladas et Stark. C'est un calcul qui est fait en connaissant toujours le cas préopératoire et la formule de SRKT. En utilisant ça, on a une bonne estimation de la position de l'implant, puisqu'on a le cas préopératoire. Par contre, pour compenser l'aplatissement de la cornée, il suffit de viser l'amétropie que vous avez corrigée pour compenser le changement de puissance cornéenne. Et donc, en fait, si vous avez opéré un patient d'une myopie de -2, vous faites votre calcul avec le cas préopératoire, la formule de CRKT, et vous utilisez l'implant qui serait destiné à donner -2 dioptries dans ce calcul. Il y a eu beaucoup de formules qui ont été proposées. Pendant un moment, on avait des formules qui arrivaient tous les 6 mois. Donc, il y a toute une série de formules qui ont été faites avec l'histoire réfractive du patient. Malheureusement, on a rarement l'historique complet du patient. Et donc, quelques formules ont été décrites sans l'historique du patient, notamment la formule de Chamas, qui semblait être, avec la technique d'échographie en mode A, une technique qui marche bien. Donc, elle est dans sa version myopique et dans sa version hypermétropique. Mais heureusement, les appareils maintenant de biométrie optique ont intégré des formules qui sont un petit peu plus performantes. Donc, ça a été la Aegis L, renommée Aegis Suite sur le IOL Master, et aussi maintenant, plus récente, la barrette universale, qui est disponible à la fois sur le Lensar et sur le IOL Master, puis maintenant avec d'autres appareils. Et puis, on a une autre solution, c'est que si on n'a pas de certitude sur le calcul, on peut aussi utiliser des calculateurs sur les sites Internet qui vont comparer toute une série de formules. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend de l'intelligence artificielle que ça nous aide. Pour le moment, on n'a pas encore de réponse très fiable, notamment en matière de calcul d'implant après chirurgie réfractive. Donc, on peut utiliser des méthodes artisanales. La méthode du K-1 est une des méthodes que l'on peut utiliser de façon pratique. On a mis en place cette méthode dérivée d'une première publication. Et nous, on utilise cette méthode-là en comparaison à la formule de Barrett avec le YOL Master. Vous faites, en cas de lasie myopique, une kératométrie avec un kératomètre automatique. Cette kératométrie, vous la réduisez de 1 dioptrie. Ça permet ainsi de compenser l'erreur de mesure de la kératométrie. Vous faites votre calcul avec la SRKT, et dans le calcul avec la SRKT, si vous visez l'implant qui vous est annoncé pour -1 dioptrie post-opératoire, vous allez tomber sur un résultat quasiment hémétropisant, parce que cette précaution compense l'erreur de position de l'implant. Voilà globalement la méthode. Lorsqu'on est face à un LASIK hypermétropique, on peut utiliser une méthode dérivée de ça, kératométrie au kératomètre, plus 0,50, et vous visez l'implant qui donne l'hémétropie pour obtenir l'hémétropie. Et en général, cette formule artisanale marche très bien. On l'a présentée à la SFO, on va représenter certainement une série encore plus grande très, très bientôt. Et puis, très certainement, les technologies modernes vont encore nous aider. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi de plus en plus d'appareils basés sur l'OCT ou sur les Scheimpflug caméras qui nous permettent d'essayer d'obtenir la véritable puissance cornéenne centrale, même si la cornée a été resurfacée. Et donc, probablement que dans les années à venir, on aura des solutions
couplés à des biomètres, mais à l'heure actuelle, ce sont des appareils différents que l'on couple avec d'autres biomètres différents, et donc ça inclut des biais de mesure qui ne sont pas encore complètement utilisés dans le calcul d'implant classique. Peut-être que ces techniques-là nous aideront beaucoup dans le calcul d'implant après chirurgie réfractive. Vous voyez, en conclusion, le calcul d'implant après la chirurgie réfractive se fait face à des situations très diverses et donc on a du mal à avoir des séries homogènes. C'est ce qui rend aussi l'analyse et le calcul un petit peu plus compliqués. Il faut essayer d'améliorer la mesure de la puissance cornéenne centrale et donc ça, les appareils de topographie et maintenant aussi les appareils de biométrie par infrarouge multiplient le nombre de mesures. Il faut comparer les formules classiques aux formules plus spécifiques et aussi à la méthode artisanale dont je vous ai parlé. Et puis, il faut surtout prévenir le patient du risque d'imprécision de calcul. Il a été heureux avec sa chirurgie réfractive. Il faut le prévenir qu'il y aura peut-être quelques retouches si le résultat escompté n'est pas atteint au bout du compte. Et puis pour ce qui est du calcul classique, eh bien, méfiez-vous des mesures de longueur axiale de kératométrie qui parfois sont perturbées. Vous l'avez vu parfois juste sur une question de technologie d'appareil, mais parfois aussi juste par mauvaise fixation du patient ou mauvais contrôle par le technicien. Le LP, c'est vraiment le grand challenge. Donc, c'est surtout donc, profondeur de champ dentaire et épaisseur du cristallin. Et vous l'avez vu maintenant, déterminer la position de l'équateur du cristallin, avec donc cette position de l'équateur qui va nous permettre certainement d'inclure une petite partie de formule dans chaque formule de calcul. Et puis maintenant, petit à petit, migrer vers des formules plus modernes, donc Barrett ou formule de Hill, lorsqu'elles auront vraiment pris leur ampleur. Mais déjà, la formule de Barrett, comparée aux autres, est quand même très efficace, notamment en termes de chirurgie réfractive. Voilà, donc je vous remercie vivement de tout ça, de toute cette attention que vous avez portée. Je vous souhaite un très très bon congrès. Je remercie encore 1000 fois les organisateurs et à très bientôt, probablement au Maroc, en présentiel. On espère que ce virus pourra s'éloigner de nous au plus vite. Merci les amis, à bientôt.